Ok, bonsoir à tous. Et puis, on va commencer par remercier Éloi de venir avec nous sur cette conférence. Éloi qu'on a contacté il y a quelques semaines, très peu en fait, hein, il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, quand on a commencé le projet après l'Assemblée générale qu'on a faite le 11 septembre. Et merci déjà Éloi pour ton retour, parce que avoir ton soutien pour le projet, je pense que c'était vraiment une condition indispensable pour qu'il puisse arriver à terme. On est loin du terme, mais déjà on a avancé pas mal grâce au soutien que tu nous as donné dès qu'on a commencé. Ce que je vous propose ce soir, c'est de dérouler la présentation, parce qu'en fait, sur ce jeu hybride, il y a plein d'aspects, et tous ces aspects-là sont reliés. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous retracer ce qui a été fait, grosso modo, jusque-là. Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails volontairement. Et puis, après, s'il y a besoin de temps d'échange, s'il y a besoin de questions d'approfondissement, on se gardera un bon temps d'échange pour tout ça. Voilà, donc c'est la direction technique qui porte ce projet, qui est né pendant la dernière assemblée générale, qui est née depuis un peu plus longtemps que ça, mais elle est née en fait au début du premier confinement. Mais là, on a vraiment plein de choses qui convergent en fait vers le jeu hybride. Au niveau des motivations, c'est que du banal, hein, ce que je vais vous dire, mais on sent bien que la protection de l'environnement, on voit qu'on est une bonne population de boomers là, et donc on a peut-être à se racheter un petit peu sur ce sujet-là. Il faut qu'on limite nos déplacements, hein, effectivement. Il y a la protection de l'environnement, il y a aussi l'économie, hein, parce qu'on voit bien qu'avec le prix des carburants, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent éviter de se déplacer pour aussi des questions économiques, et donc on doit les prendre en compte, hein, évidemment. Il y a une problématique de promotion du jeu d'échecs, parce que sans doute que le jeu hybride va nous permettre de diversifier l'offre qu'on propose aux licenciés. Et ça aussi, c'est une des missions de la Ligue, de la Fédération, des comités départementaux également. Et puis, peut-être un peu plus tard, il y a aussi une problématique d'intégration, d'inclusivité, permettre l'accès à des compétitions à des joueurs qui ne peuvent pas, par exemple, faire 3 heures de route parce que il y a des pathologies qui ne le permettent pas. Et puis à terme, ça c'est plus au niveau fédéral après qu'il faudra avoir ça, mais il y a peut-être aussi possibilité, je sais pas, de faire jouer par exemple les gens qui sont à La Réunion ou à la Guadeloupe sur des interclubs, chose qui est complètement impossible, évidemment en présentiel. Ou alors faut partir le mercredi, quoi. Voilà. Bon, je suppose qu'il y a cette motivation-là aussi derrière, parce que c'est aussi la France et pourtant ils sont pas dans le championnat, ça peut être intéressant. Les objectifs de notre projet à nous, c'est proposer des événements en ligne dans un cadre maîtrisé. La problématique de la confiance, elle est cruciale. On s'est heurté à ces problématiques de jeu en ligne déjà, hein, quand on a mis en place la plateforme Brest Chess Online pendant le premier confinement. On a beaucoup appris sur ce truc-là et on a surtout appris que la problématique de la confiance, elle est super importante. Vous avez suivi, comme tout le monde, l'actualité récente de la triche, qu'amène notre président à aller fréquenter des émissions à 19h à la télé pour en parler. Bon, l'actualité, elle est là. On a besoin de cette confiance-là. Et pour le coup, c'est pour ça qu'on est parti directement sur l'hybride avec un arbitre en présentiel, qui ne règle peut-être pas tout, mais qui quand même nous fait un petit peu moins peur. Et puis le deuxième objectif, c'est d'aller jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire que jouer en ligne, c'est bien, jouer, c'est bien, mais quand c'est homologué et quand c'est homologué au niveau FIDE, évidemment, c'est mieux en termes d'enjeu et puis en termes de motivation pour les joueurs. Alors, pour qu'on parle bien tous de la même chose, c'est quoi les échecs en ligne? Les échecs en ligne, ça existe depuis longtemps. C'est jouer sur Internet et par défaut, hors de tout cadre, le règlement du jeu, c'est la plateforme qui le fait. Alors, il y a plusieurs plateformes, hein, vous en connaissez quelques-unes. Hein. Nous, on a été beaucoup sur l'eChess, chess.com.
il y en a d'autres. Et puis, il n'y a pas d'homologation, évidemment. Ça, c'est pour le jeu en ligne de manière générale. Et puis, à côté de ça, il y a deux modes de jeu avec arbitrage. Le premier, c'est ce qu'on appelle avec supervision. C'est ce qui s'est fait sur beaucoup pendant le confinement à cette époque-là. Et puis, les échecs en ligne qu'on appelle hybrides, qui correspondent à deux parties des règles du jeu différentes, avec un arbitre en présentiel. Alors, pour le comparer, j'ai fait un schéma très, très simple. À gauche, c'est typiquement ce qui se fait quand on lance un tournoi sur l'e-chess sans rien d'autre. Hein. C'est-à-dire que c'est chacun chez soi, on est tous reliés à la plateforme de jeu et on joue, avec les problèmes qu'on a rencontrés sur ces plateformes-là. À droite, les échecs en ligne supervisés. On a un arbitre à distance qui peut voir les joueurs, qui peut voir l'écran des joueurs, mais il est à distance. Et tout le monde est relié à la plateforme de jeu de la même manière. Moi, j'ai participé à ça sur chess.com pendant le confinement. C'est une bonne expérience aussi de faire ça. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, donc à gauche, les échecs en ligne avec une supervision à distance, et puis à droite, l'hybride. Donc, quand on parle d'hybride, ça veut dire que à chaque fois qu'il y a un joueur qui joue sur la plateforme de jeu à distance, eh bien, il a, j'allais dire, derrière lui, un vrai arbitre titré qui est là pour apporter sa caution au jeu. Donc, supervision par un ou une arbitre locale. Au niveau du projet, on a deux compétitions cibles. Le premier, c'est un championnat de Bretagne toute catégorie qui existe déjà et pour lequel qu'on voudrait un peu ouvrir. Et la possibilité pour l'ouvrir pour des qualifications, c'est de passer par un autre moyen que les championnats qualificatifs départementaux et donc de faire des qualifs en ligne, ce qui permettrait éventuellement d'avoir des joueurs un petit peu plus forts, d'avoir des joueurs avec des profils un petit peu plus variés. Voilà, donc l'idée, ce serait de faire ça typiquement sur une ou plusieurs soirées avec une cadence rapide. La deuxième compétition cible, c'est la Coupe de Bretagne des clubs. Donc Christian nous rappelait à l'AG que c'est une compétition qui a existé il y a beaucoup d'années. Moi, je crois que j'étais pas né. J'étais pas né dans le milieu des échecs. J'étais né quand même. Mais bon, l'idée c'est que on a peut-être quelques dates qui se libèrent pour faire une Coupe de Bretagne sur des dates de Coupe de France, par exemple. Voilà. Puis surtout, on peut faire ça en soirée, en semaine ou sur d'autres plages que les week-ends. Et donc, ça permet vraiment de diversifier l'offre. Faut pas voir le jeu hybride comme quelque chose qui va remplacer le jeu en présentiel. C'est vraiment quelque chose qui vient en plus. La démarche de la Ligue, elle a été la suivante. Impliquer la fédération. On a commencé par le premier mail qu'on a envoyé, c'est à Éloi qu'on l'a envoyé. On a besoin de la fédération, on a besoin d'être accompagné auprès de la FIDE notamment pour aller jusqu'à l'homologation pour le classement FIDE. On a besoin de conseils techniques aussi parce qu'il y a des gens à la fédération qui ont déjà une expérience du jeu hybride. On a besoin d'aide aussi par rapport à la plateforme de jeu, parce que nous, on connaît très bien l'e-chess. On a même fait beaucoup de choses sur l'e-chess, mais l'e-chess a quelques soucis et on sait déjà qu'on ne pourra pas l'utiliser. Donc, il faut passer sur une autre plateforme. Et puis, on a depuis, sur les dernières semaines, là, eu pas mal de contacts. Donc, avec Éloi par mail, et puis je suppose que Éloi va avoir des choses à nous dire également ce soir. Pierre Lapère, que j'ai eu pour des problèmes de formation, m'a branché sur Denis Rigaud, qui nous a apporté plein de choses. On a eu aussi les deux salariés de la fédération, Jordi et puis Eric, pour les problèmes techniques, les problèmes d'homologation. Et puis on a vu aussi Stéphane Escafre, qui nous a apporté pas mal de choses aussi sur les contacts avec la FIDE. Donc ça, c'est la partie fédérale. L'idée, c'est d'impliquer les clubs et les arbitres parce que c'est en hybride. Ça veut dire qu'il faut du monde sur plusieurs lieux de jeu et en particulier, il faut des organisateurs et des arbitres. Donc, on commence ce soir avec la présentation globale du projet. La sensibilisation aussi, on travaille dessus depuis plusieurs semaines en échangeant avec les gens avec qui on peut avoir des contacts. L'idée, c'est de faire de la formation à l'arbitrage hybride, parce qu'il y a quelques spécificités, et puis de créer des lieux de jeu. On précisera un peu ce que c'est que
créer des lieux de jeu. Et puis, il y a une dernière étape, c'est motiver les joueurs et les joueuses. Et pour le coup, si on arrive à faire quelque chose d'assez attractif, là, on verra bien. Là, on verra bien si on a été bon, hein, si on arrive à avoir des joueurs. Alors, l'homologation des lieux de jeu. Parce que quand on réfléchit à tout ça, en fait, ce dont on va avoir besoin, c'est de confiance. Alors, la confiance, c'est vis-à-vis de la fédération qui va, à un moment, porter notre dossier auprès de la FID. C'est donner confiance à la FID, c'est-à-dire qu'on a besoin de donner des garanties. Et donc, le cadre qu'on a mis en place, c'est ce qui nous paraît être le cadre de confiance nécessaire pour obtenir de la FID la possibilité d'avoir des compétitions homologuées et qui comptent pour le classement FID. Donc, pour les lieux de jeu, on a prévu une procédure d'homologation. L'idée, c'est d'assurer que dans ces lieux de jeu, qui doivent être connus, répertoriés, on ait suffisamment de connectivité à Internet, alors pour pouvoir jouer en ligne, évidemment, mais aussi pour avoir de la surveillance vidéo. Donc, il faut un débit minimal. Pour ça, on a prévu de faire des tests avec les gens sur place. Et puis, sur la surveillance vidéo, on a besoin aussi de faire de la retransmission continue, c'est-à-dire une caméra qui filme la salle, qui retransmet ça sur un système de visioconférence. En l'occurrence, ce sera très probablement Zoom. Voilà, pour tout ça, il faut faire des tests avant. Il ne faut pas lancer un truc et puis ça arriver en se disant non, il n'y a pas la. Genre, on est dans le Finistère. Je dis pas ça pour les Finistériens, mais quand même, des fois dans le Finistère, le réseau, c'est. Bon, bref. On a besoin de former les arbitres aussi. Au début, on était parti sur l'idée d'homologuer les arbitres, mais pour le coup, c'est pas notre rôle. Hein. Déjà, les arbitres, ils sont titrés, ils sont déjà formés. Donc, il y a forcément des choses qui viendront au niveau fédéral ensuite, lorsque le jeu hybride se développera. Mais nous, on a besoin de former les arbitres pour que ils connaissent les spécificités du jeu en ligne, du jeu hybride. Alors, pratiquement, c'est quoi? C'est la partie 3B des règles du jeu en ligne. Il faut que chaque arbitre soit capable d'expliquer aux joueurs et aux joueuses qui leur demandent des points précis ce qu'il y a derrière et comment ça marche. Alors, pour ça, ce qu'on a prévu, c'est une formation en ligne, évidemment. Donc, grosso modo, ce sera une visio sur une soirée, sans doute. Hein, c'est ce qui sera le moins impactant au niveau de nos agendas à tous. Qui sera organisé par la direction technique. On a prévu ça sur la première quinzaine de décembre et on va faire en sorte que ce soit pas quelqu'un de la Ligue qui fasse la formation. Bon, typiquement, on a eu Denis Rigaud déjà qui nous a dit qu'il était partant, lui, pour rentrer dans ce mécanisme de formation. Donc, on n'a pas du tout bouclé ça avec Denis, mais c'est une piste qu'on aimerait bien voir sur le sujet. Pour être ce qu'on appelle arbitre en chef local, là il faut se référer à la partie 3B des règles du jeu en ligne, il faut être titré, donc club, open, élite, il faut maîtriser les règles du jeu, et puis il faut aussi maîtriser l'utilisation de la plateforme, qui en l'occurrence sera Tornello, puisque c'est celle qui est homologuée par la FID aujourd'hui. On a aussi un autre arbitre, qui lui n'est pas forcément un arbitre titré, qu'on appelle l'ATL, l'arbitre technique local. Pour ça, il faut des gens qui soient licenciés A et doivent maîtriser la plateforme de jeu également, puisque leur rôle, ce sera de dépanner un peu les joueurs lorsqu'ils auront besoin. Et donc, c'est des gens qui ont plutôt une coloration technique au niveau de leur profil. Alors, pour aller la fin de saison, avoir une compétition homologuée, il va falloir expérimenter. Donc, je l'ai déjà dit, ce sera sur la plateforme Tornello, qu'on ne connaît pas. On n'a pas encore eu le temps de regarder ça, mais on sait qu'il y a des gens qui sont calés sur Tornello, et Denis, dont je parlais, en fait partie. Stéphane aussi, Stéphane Escafre nous a dit qu'il connaissait bien cette plateforme-là. Ce qui est prévu, c'est de faire une rencontre interclub. Donc ça, c'est plutôt en préparation de la Coupe de Bretagne des clubs. On a prévu ça début janvier. L'idée, c'est de se faire une partie lente sur une soirée avec 2 ou 4 équipes sur 2 ou 4 lieux de jeu. Déjà, si on arrive à bien faire fonctionner ça, ce sera pas mal.
L'autre expérimentation, 2 semaines après, c'est un tournoi individuel. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un lieu de jeu par département, une douzaine de joueurs par salle, et puis de simuler ce que pourraient être des qualificatifs pour le championnat de Bretagne individuel. Je ne sais pas pourquoi il y a vendredi 2 décembre qui traîne dans le texte là, je ne sais pas pourquoi. Bon, l'idée, hein, c'est de se faire un bon retour d'expérience sur tout ça pour ensuite transmettre ça au comité directeur. C'est le comité directeur qui nous a mandaté au niveau de la direction technique pour faire cette expérimentation et lui faire un retour ensuite. Pour finir, le calendrier. Donc, on est au tout début là, hein, même si nous, on a commencé à bosser depuis quelques semaines. Aujourd'hui, l'idée, c'est de présenter le projet, de se servir aussi de cette vidéo-là pour que les gens qui veulent se raccrocher au projet aient une vue globale de ce qui se fait. Ensuite, on va rentrer, après les vacances de la Toussaint, sur une phase d'homologation des lieux de jeu. Donc l'idée, c'est de se prendre un peu de temps avec les organisateurs locaux et puis de partager avec eux comment est-ce qu'ils peuvent mettre une caméra pour qu'on voit l'ensemble de la salle, tester avec eux leur connexion Internet, etc., voir des problématiques aussi de connexion, 1 ou 2 connexions, etc. En parallèle de l'homologation des lieux de jeu, je vous ai dit, la première quinzaine de décembre, on essaiera de former des arbitres. On verra comment. Ensuite, on aura un test intermédiaire avant les 2 expérimentations de janvier. C'est le test de Tornello. On a besoin, nous aussi, de monter en compétence sur cette plateforme-là. Donc, on fera un peu comme on avait fait quand on a commencé sur Breakchess Online, où on s'était fait un petit tournoi avec des copains un soir. Hein. On était une dizaine comme ça et c'était la joyeuse foire. Mais n'empêche qu'on a eu besoin de passer par cette étape-là pour pouvoir être après bon et se faire des tournois à plus de 150 joueurs en système suisse, alors qu'il n'y avait pas d'appareillement suisse sur l'IHS à l'époque. Voilà, on s'est laissé 1 mois et demi. Stéphane nous a dit que c'était sans doute long, mais on préfère être confortable au niveau de cette étape qui est cruciale, hein, qui est celle de l'homologation au niveau de la FID, de nos tournois. Et puis les dates qui sont après sont celles de la coupe. Hein. On espère motiver les gens pour avoir peut-être un tour préliminaire, mais au moins des huitièmes, des quarts et des demi, avec une finale qu'on aurait le 13 juin. Si vous regardez dans votre calendrier, vous verrez que ce sont des jours en semaine. Je crois me rappeler qu'on a mis ça des vendredis, parce que c'est un jour où il n'y a pas grand-chose le lendemain, et ça peut être sympa d'essayer de partir sur ce jour-là. Voilà, j'ai été très rapide, hein, je vous l'ai dit, hein, pour avoir une présentation globale. L'idée maintenant, c'est d'avoir un temps d'échange avec vous sur vos questions. Mais juste avant, je vais passer la parole à Éloi. Quand même, c'est notre président à tous. Bonsoir, merci Pascal pour l'invitation déjà. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Déjà, je voulais vous dire un petit mot sur le jeu hybride, parce que Pascal l'a extrêmement bien exposé en début de séance, mais tous les avantages que ça va impliquer pour notre discipline, notamment en termes d'inclusion. Hein, ça, c'est quelque chose qui est important, mais enfin, les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas faire de longs trajets pourront rejoindre. Les ultramarins, c'est aussi une priorité de la fédération et du gouvernement dont on dépend. Donc, c'est aussi quelque chose d'important. Et le jeu hybride met en avant un petit peu tous ces avantages qu'ont les échecs dans leur perspective de développement. C'est aussi économique en termes de transport. Donc ça, Pascal l'a rappelé aussi avec le sourire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les kilomètres, nous en sommes tous un petit peu... voilà, on les fait pas volontiers, on n'est pas très content de les faire, donc ça a énormément d'avantages. À la fédération, donc au niveau national, on adresse beaucoup de sujets. La seule chose qu'on ait faite pour le développement du jeu hybride, c'est quelque chose d'important, c'est qu'on a voté au comité directeur la volonté de le développer. Donc la question a été posée, est-ce qu'on s'aventure sur le jeu hybride ou pas? La réponse a été oui.
Ensuite, vous savez comment ça se passe dans l'opérationnel fédéral. On a une pile de dossiers, une pile de voies de développement, les scolaires, la féminisation, le haut niveau, les compétitions, les sélections équipe de France. Donc, on en a toute une tripotée. Et le jeu hybride, malheureusement, n'entrait pas dans celle qu'on a pu faire passer. Et donc là, je suis vraiment ravi. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles je suis vraiment très, très content d'être là ce soir et très content de cette présentation, parce que l'expérimentation est vraiment très, très bien faite. Elle est complète. Elle inclut effectivement beaucoup de choses pratiques que je vois, que je constate. C'est pas simple, c'est un vrai travail et c'est quelque chose que nous envisageons de déployer à l'échelon national. Et donc, on va suivre avec énormément d'attention ce qui va être fait dans votre ligue. Donc, c'est un peu une première en France, hein, puisque quand j'ai eu Eric Mouret pour les homologations, il m'a dit que pour l'instant, je crois qu'on n'en a jamais, pour ainsi dire, homologué. Donc, il n'était pas sûr de la procédure, il allait se renseigner. Donc, déjà, ça bouge à notre niveau pour accompagner cette homologation, qui est quelque chose de primordial. Et donc, je suis très, très content de voir cette présentation et j'espère vraiment que ça fonctionnera, Pascal, hein, et vous tous, que les clubs joueront le jeu, que les lieux de jeu seront bien, que l'arbitrage ne posera pas de problème, que la plateforme marchera et que tous les joueurs seront très, très satisfaits de l'expérience. Donc, j'en attends beaucoup parce que c'est quelque chose qui se déploie très bien. Ça touche d'autres personnes qu'on ne touche pas toujours et c'est un beau levier de développement de notre discipline. Donc, voilà. Donc, félicitations à vous et puis je croise les doigts pour que l'expérimentation soit un grand succès. Les félicitations, on t'attend un peu. On va essayer de faire marcher le projet et puis peut-être qu'à la fin, tu nous féliciteras, on verra. Non, mais de toute façon, on va faire avancer le Schmilblick, c'est certain. C'est ça aussi l'objectif. On n'aura pas les réponses à tout ce soir. Si vous me posez des questions sur la plateforme Tornello, on a repoussé ce truc-là. On sait qu'il y a des choses qui sont possibles à faire dessus. On nous en a parlé, mais on n'est pas des spécialistes de Tornello, loin de là. Par contre, sur tout le reste, on a quand même pas mal avancé. Et pour le coup, la plupart d'entre vous, alors peut-être pas tous, si on en a oublié, n'hésitez pas à nous le demander à Pierre-Jean et à moi. On a mis en place un intranet sur le site web de la Ligue, hein, donc ça se trouve sous adulte, Internet, jeu hybride. Et donc, on garde dans cet intranet tout ce qui nous fait avancer sur le projet. Alors, vous trouverez de nombreux documents là-dessus. À chaque fois qu'on a échangé avec des gens, on a noté les points clés qu'on avait eus en retour. Vous trouverez un projet de règlement de la coupe qui est là. Vous trouverez ce qui se passe au niveau de la formation, au niveau de l'homologation des lieux de jeu. Voilà, tout ça, il y a énormément de choses qui sont réunies dans l'intranet. S'il y en a qui n'ont pas accès à cet intranet, vous avez juste à nous envoyer un petit mail et on peut vous donner un lien qui vous donnera accès à toutes ces ressources-là. Et puis je vais vous laisser. Alors, à moins que j'ai oublié des choses, Pierre-Jean peut-être à compléter, parce que Pierre-Jean est là aussi sur ce projet-là, en fait, sur toutes les confs, sur tout ce qu'on prépare en amont. Si j'ai oublié des choses, Pierre-Jean, n'hésite pas. Et puis sinon, si vous avez des questions, c'est quand vous voulez. Non, Pascal, je pense que tu n'as rien oublié. Si je peux me permettre une question, bonsoir. J'ai bien noté qu'en France, grâce à toi, Pascal, la Bretagne sera pionnière sur cette expérimentation. Je voudrais savoir si on a des infos sur ce qui aurait pu se passer dans d'autres pays déjà. Alors non, on n'a pas d'infos, en fait, parce qu'on a trouvé de traces nulle part, en fait, d'expérimentation du jeu hybride en amateur. Alors, il y a déjà des choses qui sont faites, mais au niveau professionnel. On a rencontré, par exemple, Lauriane Lebray, qui doit être DNA adjointe, je crois, et qui avait arbitré la plateforme européenne des qualifications pour la Coupe du Monde en ligne. En hybride, elle était arbitre. Ça se passe au haut niveau, mais au niveau amateur, je crois que c'est une première mondiale. Alors, quand on est devant un truc comme ça qu'on ne connaît pas, soit on a peur, soit ça nous motive. Nous, on est plutôt du genre à être motivé sur le sujet. Je pense que ça ne s'est jamais fait, en fait, à l'échelle où on veut le faire.
Et ce serait vraiment génial qu'on arrive tous à mener le projet à terme, parce que je pense que ce serait une première mondiale. Voilà. Bon, c'est comme les extraterrestres, hein. On dit que ça n'existe pas parce qu'on n'en a jamais vu. Donc là, c'est pareil. Le jeu hybride au niveau amateur, on n'en a jamais vu. Voilà. On peut dire ça. On peut pas dire que ça n'existe pas, mais on n'en a jamais vu. Bonsoir, pour avoir regardé en particulier ce que avait fait Denis Regaud. Bon, il y a beaucoup de formations d'arbitres à faire. C'est un gros travail pour les arbitres. Et bon, moi-même, j'ai utilisé la plateforme Lichess, mais c'est vrai que la plateforme Tonello pour avoir vu, c'est quand même un peu différent. Donc, il va falloir s'y mettre et puis que les gens soient motivés aussi, quoi. Nous, arbitres, et puis les joueurs, quoi. Bon, tu as remarqué, Christian, que j'ai renversé l'échiquier sur le logo du jeu hybride. Ouais, parce que moi ça me chagrine toujours avoir une case blanche à gauche. Donc, merci. Un jeu d'échecs, ça avait une case blanche à droite. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions pratiques, pas pratiques, en général, comme vous voulez? Et pour aller un peu plus loin, est-ce qu'il y en a qui sont motivés, qui se sentent à aller vers ce truc-là? Concrètement, il y aura une formation par la Ligue pour les AFC, par exemple, pour les mettre au point vraiment, faire un truc pratique. Ouais, l'idée c'est de faire ça sur une soirée. Si jamais on est trop, on fera 2 soirées, mais l'idée c'est de faire ça sur une soirée. La personne la plus avancée sur le sujet, c'est sans doute Denis Regaud. Et vous trouverez sur l'intranet du jeu hybride là, dans le compte rendu avec de la réunion qu'on a eue avec Pierre et Denis, un lien ici vers son mémoire qu'il a fait sur l'arbitrage du jeu hybride. Bon, clairement, hein, c'est la personne en France qui est la plus avancée sur le sujet. On a même avec Pierre-Jean beaucoup échangé avec lui. Et on va essayer de faire ça avec lui. Parce qu'en plus, je pense que c'est, vu sa connaissance sur le sujet, c'est vraiment une garantie d'avoir une bonne formation derrière. Voilà. J'ai une deuxième question qui vient juste à l'esprit. Je sais que certains tournois sont tous analysés par des logiciels pour détecter des triches a posteriori. Est-ce que la plateforme qui serait à utiliser pourrait intégrer ça ou pas? Ouais, alors c'est très en vogue en ce moment, hein, les plateformes d'analyse et de détection de triche avec de l'IA qui peut nous révéler des choses qu'on ne voit pas forcément quand on est humain. Alors 2 choses là-dessus. D'abord, la plateforme de jeu pour être homologuée doit inclure son propre système anti-triche. C'est le cas de Tornello. Et puis, quand on veut aller jusqu'à l'homologation pour le classement FIDE, il y a une obligation qui est faite de transmettre à la FIDE les fichiers PGN qui ont été joués pour une analyse a posteriori sur des sites dédiés. Il y a des gens qui prennent pas mal de CPU en ce moment pour analyser les parties sur des serveurs dédiés. Donc, c'est la possibilité pour la FIDE de s'appuyer sur ces plateformes-là. Si on voit que sur une coupe de Bretagne, il y a quelqu'un qui arrive à avoir 98-80% d'accuracy sur l'analyse, on va se poser les questions. Oui, parce que c'est... Bon, on sait que il y aura forcément des gens qui vont essayer de tenter, pas tout de suite, hein, mais on peut penser qu'il y aura forcément quelqu'un qui aimerait essayer de voir jusqu'où les limites du système, les limites des arbitres qui surveillent. Voilà, donc on ne peut pas demander, je pense, à un arbitre d'être vraiment à fond derrière 20 joueurs à tout surveiller. Il peut toujours avoir le petit logiciel qui tourne quelque part. Voilà. C'est quand même...
C'est très plaisant comme idée, le jeu hybride, surtout qu'il soit homologué. Ça me permettra enfin de jouer de Saint-Malo au lieu de me déplacer, par exemple, un jour. Mais voilà, on a la crainte effectivement de la triche qui va aller grandissante. Je veux dire, c'est très facile d'avoir n'importe quel logiciel sur un téléphone et puis il aura un niveau de maître facilement. Et puis, il suffit de ne pas prendre toujours le premier coup proposé, de temps en temps de faire exprès un mauvais coup, puis de rattraper. Voilà, l'imaginaire, l'imagination est sans limite quand on veut commencer à dévier, quoi. Moi, j'arrête là, Ouais. mais c'était. Non, mais bon, tous les gens avec qui on a échangé, évidemment, quand on parle jeu en ligne, pas forcément hybride, mais quand on parle jeu en ligne, on pense triche maintenant, hein, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça en tout cas. Et on l'a déjà, encore une fois, nous-mêmes expérimenté. C'était même un peu bizarre comme expérience. Bon, ce qui est sûr, c'est que tous les gens avec qui on a échangé nous ont dit que sur la mise en place du jeu hybride, la problématique de la triche n'était pas la principale problématique. C'est-à-dire D'accord. que ce que tu dis là, la possibilité de s'appuyer sur des appareils électroniques ailleurs, alors sans aller jusqu'au plug anal, hein, mais on peut imaginer plein de choses. Si tu as un arbitre dans la salle, tu auras à peu près la même surveillance que tu peux avoir quand tu es dans une salle en présentiel. Mm. La différence, c'est qu'il y a un terminal qui n'est pas un jeu, forcément un jeu en bois, quoi. D'accord. Mais sinon, la surveillance, elle est vraiment la même. Si quelqu'un sort un téléphone portable, tu vas le voir comme quand tu arbitres en présentiel, en fait. Mm. D'accord. D'accord. Si je peux me permettre une note d'humour, je dirais qu'il ne faut pas craindre la triche, il faut presque même espérer qu'on va en détecter un moment, parce que si le système ne détecte jamais un seul tricheur, il va être un petit peu mis en doute. Je te laisse l'humour, Nicolas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions, des remarques? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, j'ai lu tous les documents là vendredi soir, samedi matin. Et en fait, moi, c'est les lieux de jeu qui m'inquiètent avec les caméras vidéo, etc., etc. Hein. Là, parce que ça me paraît difficile de poser une caméra. Bon, moi, je ne serais pas capable de le faire de toute façon. Là. Et puis, ce sera certainement pas n'importe quelle caméra vidéo non plus. Et il va falloir trouver des clubs ou des gens qui nous prêtent des salles et qui sont d'accord pour qu'on mette tout ça en place dedans aussi. Voilà. Oui. Oui, concernant les caméras, je remarquais qu'il fallait que les salles de jeu soient filmées. Alors, les salles de jeu, ça comprend tout l'espace où le joueur peut se déplacer, y compris les toilettes. Oui. Alors effectivement, hein, ce qui est marqué, c'est les salles de jeu et pas la zone de jeu ou l'aire de jeu, je ne sais plus. La zone de jeu. C'est ça. Alors effectivement, c'est ça. En échangeant avec Stéphane notamment, qui a quand même pas mal d'expérience sur le sujet, il nous a dit, en fait, c'est pas un point crucial en fait la vidéo, puisqu'il y a des arbitres sur place. En fait, la vidéo, elle est accessoire. Alors pour le coup, je pense qu'il y a deux casquettes. Il y a la casquette de l'arbitre, qui peut dire bah oui, il y a un arbitre local, on doit lui faire confiance parce qu'il est. Alors on n'est pas assermenté hein, quand on est arbitre fédéral, mais on a quand même une mission d'arbitrage et un engagement en fait hein, des gens, notamment de lutter contre la triche. Ça c'est la casquette arbitre. Maintenant, si on prend la casquette organisateur, je parlais du cadre de confiance tout à l'heure. Je pense que pour que les gens aient confiance, c'est très bête, mais il faut qu'ils voient ce qui se passe dans la salle en face. Et donc, le rôle des caméras, c'est aussi de retransmettre ce qui se passe dans la salle en face. C'est-à-dire qu'on ne joue pas contre des machines, on joue contre d'autres humains qui ne sont pas dans la même salle. Et donc, l'idée est de retransmettre ce qui se passe dans les salles, c'est plus dans cet esprit-là, en fait. Et par contre, je pense que c'est un problème, en fait, d'avoir mis salle de jeu. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de traduction, je n'ai pas été voir la version anglaise. Et si c'est vraiment salle de jeu, effectivement, ça regroupe le coin où les gens peuvent sortir fumer, où ils peuvent aller aux toilettes. Alors, moi, je n'ai pas prévu de filmer dans les toilettes. Hein. Si c'est ça, Christian, la question, non, c'est pas possible. Il faudra peut-être
faudra peut-être regarder ce point-là un peu. Lauriane qui nous a raconté comment ça s'était passé. Il y avait Maxime Lagarde qui arbitrait et puis un Espagnol dont j'ai oublié le nom nous a dit qu'il y avait 2 arbitres dans la salle. Le deuxième, c'était Joël Mourgue qui devait avoir le rôle d'arbitre technique local, je pense, alors que Lauriane était là en tant qu'arbitre en chef local. Et il nous a dit que quand les joueurs se déplaçaient, eh bien, ils sortaient avec les joueurs. Ils n'allaient pas les accompagner jusque dans les toilettes, hein, évidemment. Oui, je vais peut-être témoigner là-dessus, puisqu'on a eu aussi la Mitropa Cup dans les compétitions qui ont été organisées. C'est-à-dire qu'en période de Covid, il y a la Mitropa Cup qui réunit 10 nations. Donc, c'est une organisation tournante. C'était la Suisse qui organisait et ils avaient décidé de l'organiser en hybride. Et donc là, on avait effectivement, on l'a fait dans le château d'Asnières à la fédération avec l'équipe de France joueurs et joueuses. On avait les 2 équipes et chaque équipe avait effectivement été pour la première fois soumis à ce jeu hybride et donc a dû s'adapter pour organiser. Et donc, on voyait que tout le monde n'était pas au point sur les caméras. Donc, on était quand même dans la Mitropa Cup, qui est quand même une compétition où c'est des nations qui vont organiser. Donc il y a des moyens qui sont mis en place. Et on voyait que les caméras des autres, effectivement, comme le disait Pascal, c'était plus une question d'ambiance. Donc ça rendait extrêmement joli. L'écran zoom, on voyait toutes les salles avec les joueurs qui bougeaient et ainsi de suite. Et la réelle protection, c'est effectivement les 2 arbitres. Ça, c'était un point assez clé, puisqu'il y en a toujours un qui doit être dans la salle et l'autre qui doit être disponible pour aller voir les autres espaces de jeu. Donc, c'est ça qui avait fait l'affaire. Et effectivement, on avait été surpris quand on avait accompagné aussi l'organisation de cette Coupe du Monde, donc les qualifications Coupe du Monde, avec Alberto David, donc qui est italien, enfin, qui est franco-italien, qui n'est pas espagnol, mais c'était Alberto David et Maxime Lagarde, où il y avait aussi 2 arbitres pour 2 joueurs, ce qui paraissait complètement démesuré. Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours un arbitre qui doit rester dans la salle et un arbitre qui doit suivre les joueurs éventuellement à l'extérieur. Et je précise aussi que Denis Rego, pour le coup, je ne sais pas s'il est formateur Tornello, mais en tout cas, il est rompu à la plateforme, donc c'est un très bon technicien. Et il est également président de la commission Fair Play de la fédération, donc il adresse depuis un an et demi, les questionnements sur la triche. Donc la commission s'est déjà réunie pour analyser des cas. Il y a des grands maîtres, des statisticiens, donc on a tout un dispositif d'analyse et d'études pour traiter les cas a posteriori. Donc si jamais il y a des doutes, vous pouvez toujours solliciter la commission Fair Play, qui peut se charger, je pense, très très bien. Enfin moi, pour le coup, je la trouve excellente, la commission. À chaque fois que j'ai vu leur rapport d'analyse, c'était toujours très très pertinent. Et on rappelle aussi effectivement que c'est très très grave d'accuser quelqu'un de triche quand il ne triche pas. Le dégât est vraiment très fort. Et la commission va dans ce sens-là, un peu comme à la Fédération internationale, quand on va rendre une sanction donc qui n'est pas de triche, hein, mais qui est d'exclusion du tournoi, c'est vraiment que les preuves sont très 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 fortes. Voilà la petite parenthèse sur l'expérience. On parlait d'expérience vécue. Donc, moi, j'en ai vécu 2 d'organisation de tournois, plus le suivi de la commission Fair Play. Donc, voilà un peu les retours que je peux vous faire dessus. Merci, Éloi. Je vous ai partagé là sur l'écran ce qu'on imagine être le résultat d'une homologation d'un lieu de jeu. On décrit où ça se passe, quelle est la surface. La surface est intéressante pour savoir combien de joueurs, quand on veut aller vers des compétitions individuelles rapides, par exemple, on peut mettre sur la salle, savoir si elle est accessible, qui seront les organisateurs. L'homologation, on l'a prévu a priori pour 1 an, parce que dans une phase de démarrage, on peut imaginer que les conditions évoluent, etc. Donc 1 an, ça nous a semblé pas mal. Ensuite, en fonction de la surface des lieux, on peut avoir un certain nombre d'arbitres. Et puis, pour la surveillance vidéo, on a mis le nombre de caméras qui sont nécessaires pour couvrir en fait l'ensemble de la zone de jeu, hein, pour le coup, parce que la surveillance de la salle de jeu globalement, comme tu disais Christian, c'est plus aux arbitres, hein, qu'on va confier ça que à la surveillance vidéo. Et l'idée, c'est que quand on homologue un lieu de jeu, on dépose 2 screenshots, en fait, s'il y a 2 caméras, ou un screenshot sur l'homologation du lieu de jeu pour voir ce que les organisateurs doivent remettre en place lorsqu'il y a une compétition qui se tient sur ce lieu. C'est un peu ça l'idée. Sur la capacité technique à le faire, tu as raison Françoise, hein, il y a une forte composante informatique sur ce projet.
et tout le monde n'est pas doué en informatique. Mais effectivement, quand on veut mettre en place un lieu de jeu, je pense qu'il faut avoir un référent sur place qui sera très probablement l'arbitre technique local, l'ATL dans la littérature. Et donc, cette personne-là, il faut effectivement qu'elle ait quelques notions en termes de connectivité Internet, qu'elle puisse au moins mesurer un débit local. Et puis au niveau de la vidéo, bah ouais, l'idée on fait ça avec des webcams standards. Hein. Une webcam standard, c'est à peu près la même définition qu'on a avec un appareil photo de bonne qualité il y a 10 ans, on va dire. Donc c'est largement suffisant hein, pour retransmettre ce qui se passe dans une salle. Voilà, faut pas nier la composante technique. Hein. Elle est là, hein, clairement. Si on a des gens qui sont plutôt qui aiment pas trop la technique, ben ouais, ça risque d'être problématique. Je pense que dans les lieux de jeu, il faut qu'on ait une personne qui soit vraiment la référente technique. C'est pas forcément un informaticien, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais c'est quelqu'un qui est au moins à l'aise avec ces technologies-là, quoi. Voilà. Alors peut-être en amont aussi de la préparation des lieux de jeu. Il y a des endroits, parce que la Bretagne, pour ta gouverne, Éloi, on a quand même quelques zones blanches hein, encore en Bretagne. Hein. Même à Donloup, on n'est pas très loin de Rennes, j'ai toujours pas la fibre, moi. Mais il y a des coins, alors je pense que le pire c'est le 22, hein, quand on va du côté de Saint-Quay-Portrieux, toutes ces zones-là, il y a des fois où même 4G c'est un peu dur à certains endroits. Dans ces lieux-là, ça peut effectivement poser problème d'avoir une connectivité correcte pour le faire. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des procédures de test avant avec les gens sur les lieux de jeu hein, pour voir ce que ça donne en vrai, quoi. Voilà. Sachant qu'au niveau des débits, le point bloquant, c'est surtout la vidéo. C'est-à-dire que pour jouer en ligne, en fait, on a besoin de très peu de débit. Il faut faire gaffe à pas avoir trop de latence. Hein. La latence, c'est le temps de réaction. Hein. Donc, faut pas qu'il y ait trop de latence. Mais après, quand on est en compétition lente, la latence, enfin, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. Voilà, je ne sais pas si ça abaisse tes inquiétudes, hein, Françoise, mais il y a des gens, enfin, moi je connais des informaticiens dans le Finistère hein, quand même. Il y en a, faut savoir où ils sont, mais il y en a. Il y en a un là, il me semble qu'il y a un certain Cyril qui est informaticien. Parmi nous. Je me débrouille. Cyril qui nous avait aidé pour mettre en place la plateforme Breches Online. C'est ça. Bon, parce qu'effectivement, si tu veux, je pense à Gouesnou, je pense à l'Esnevin où la connectique informatique, enfin le débit, il n'est pas top, quoi, hein, clairement. Oui, après peut-être que on peut faire preuve d'imagination aussi et de se dire qu'il n'y a pas que les clubs d'échecs où on peut jouer aux échecs. Typiquement, il y a des salles avec de l'informatique dans, je sais pas, des clubs informatiques, je sais pas si on appelle ça encore des cyberespaces. Je sais qu'à Donloup, il y a un cyberespace, par exemple. Nous, au club, on peut mettre en place des choses, mais s'il n'y avait pas le club, le cyberespace serait un lieu de jeu qui serait peut-être pas si mal que ça, quoi, pour le faire. Et dans les cyberespaces, en général, ils ont fait gaffe à avoir une connectivité suffisante pour faire leurs activités. Donc, ça peut être aussi l'occasion de sortir aussi des lieux de jeu habituels hein, pour trouver des meilleures conditions. Alors, à l'Esnevin, la fibre est déployée. Merci Cyril. Non, mais la fibre est en cours de déploiement dans pas mal de grandes villes. On va la retrouver. Donc, je pense que c'est pas là-dessus qu'il y aura le plus de problèmes. Non, mais je plaisante avec le 29 parce que c'est un peu loin, mais le 29, ils sont quasiment les plus avancés sur les fibres dans les collèges, par exemple. Ils sont à 97% des collèges fibrés. Hein. Donc, non, je plaisantais. Ouais, je parlais de globalement, enfin voilà, sur la Bretagne, c'est quand même, ça se déploie. Après, c'est sûr qu'il reste des zones blanches. Bonsoir, c'est Jean-Pierre. Vous m'entendez là? Très bien. Oui, bonsoir. Oui, effectivement, c'est un projet qui a l'air assez volontaire. Après, il va falloir éventuellement, je veux dire, finaliser tout ça. Parce que moi, il me semble que
le projet va arriver vite. Les dates sont mises à échéance. Et je voulais savoir, est-ce que à l'heure actuelle, il y a un retour global des joueurs de club, des joueurs d'échecs? Parce que indirectement, moi, j'en ai entendu parler, même si je vais sur la Ligue de Bretagne d'échecs, je suis abonné à la newsletter, c'est que je suis ça assidément. Mais autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce projet. Est-ce que, à l'heure actuelle, vous avez déjà des retours positifs ou ils attendent ou alors ils écartent automatiquement? Voilà. Alors, c'est une vaste question, hein. Et en particulier, tu nous appelles du 56. Oui, Florian, ouais. Ouais, où je pense que en fait, dans le 56, on a les plus forts rejets du jeu en ligne, pour le dire comme ça. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais en tout cas, on a vu que quand on a mis en place des choses, par exemple pendant les 2 premiers confinements sur Brest Chess Online, on a vu qu'on avait assez peu de participation en fait au niveau du 56 par rapport à d'autres départements qui sont rentrés tout de suite dans le truc. Il faut que ça se propage, cette idée. Il faut qu'on ait de la bonne expérience à partager pour que les gens rentrent dans le truc. Moi, j'espère qu'on fera une belle Coupe de Bretagne et que on aura des gens à regarder la Coupe de Bretagne, parce que on peut faire de l'animation autour. C'est-à-dire que si on arrive à retransmettre ce qui se passe dans la salle de jeu en ligne, si on arrive à retransmettre les parties, c'est vachement plus facile qu'en présentiel, parce que pour le coup, c'est la plateforme de jeu qui nous offre ce truc-là. On peut imaginer mettre en place des choses comme du Twitch avec des gens qui vont venir regarder la plateforme, et puis peut-être que lorsqu'ils viendront regarder les parties et ce qui se passe dans les salles, bah, ça leur donnera envie. Et là, enfin moi, je sais pas prévoir l'avenir, hein. Je sais qu'on a besoin d'être bon sur la phase d'expérimentation pour donner confiance aux gens. Et quand les gens auront confiance, je pense qu'ils y viendront naturellement. C'est pas du jeu en présentiel parce qu'on n'a pas son adversaire en face de soi. C'est sans doute déshumanisé. On peut dire ça comme ça. Après, quand c'est du jeu en équipe, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a nos collègues qui sont avec nous. Et déjà, c'est vachement mieux que d'être tout seul comme on est là ce soir, nous, derrière notre ordinateur. On est vraiment tout seul. Donc, après, les gens, je pense, mesureront d'eux-mêmes les bénéfices et les inconvénients de la solution. Les bénéfices de ne pas avoir à se déplacer, si c'est pour des compétitions jeunes, par exemple, ou à partir de la Nationale 2, on voit qu'on a des déplacements de 500 km. C'est un vrai problème, hein. Enfin, c'est un vrai problème. Pour ça, en fait, si on arrive à créer un lieu de jeu où on peut mettre 8 jeunes ensemble, qui se retrouvent en équipe quand même, pour jouer des vraies parties contre des adversaires, sans avoir 3 heures aller, 3 heures retour, c'est-à-dire plus de temps dans la bagnole que devant l'échiquier, on aura gagné des choses. Et je pense que la balance avantage-inconvénient, ben, les gens, ils la feront eux-mêmes, en fait. Voilà. Et d'où vient cette, je veux dire, l'information qui passe pas dans les conversations entre joueurs sur cette nouveauté-là? Si je peux me permettre, ouais, personne n'est obligé, hein. Je dirais c'est celui qui veut jouer en hybride en plus, je dirais, ou celui qui ne veut pas jouer en physique. C'est juste une possibilité en plus. On ne demande pas aux gens d'abandonner le jeu sur du bois pour passer en ligne, hein. Ouais, je sais pas, moi, j'ai pas de réponse à ta question, hein, Jean-Pierre. Ouais. Savoir pourquoi est-ce que, voilà, nous, on fait le job, en fait, de diffuser au maximum l'information, d'impliquer les gens. Si avec Benoît, vous arrivez à mettre en place un lieu de jeu à Pontivy, on n'aura pas perdu notre temps ce soir, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, je trouve que c'est à tenter, hein, effectivement, même si parce que le projet est déjà bien engagé, c'est vrai que ça mérite d'aller au bout de l'expérience pour tout le monde, hein, et d'offrir je veux dire, un panel de choix, ben, à tous les joueurs d'échecs qui aiment ce jeu, quoi, effectivement.
Après, le résultat, ben, ça dépend de beaucoup de choses, quoi, de beaucoup d'éléments. Ça dépend de nous tous, hein, parce que un jeu qu'on doit faire sur tout le territoire comme ça, ben faut qu'il y ait un maximum de gens sur le territoire qui soient impliqués dans ce truc-là. Bon, moi j'ai déjà des bons retours, hein, des gens qui m'ont dit que oui, ils voulaient mettre ça en place. Et j'en profite pour dire que Laurent Lecornu, qui est notre directeur régional de l'arbitrage, n'est pas là ce soir parce qu'il a un petit souci de santé, mais que j'ai eu longuement au téléphone et qui attend ça avec impatience. Je sais que Dominique Ruhlmann, qui n'est pas là ce soir parce qu'il arbitre l'Open International à Liffré, m'a dit je veux absolument rentrer dans ce truc-là et qu'on crée un lieu de jeu à Liffré. Christian nous a contacté très très tôt. J'imagine aussi que il y a une volonté sans doute de faire un lieu de jeu. Donc moi je pense qu'on va les avoir, ces lieux de jeu. Quand on aura les lieux de jeu, et ben naturellement les gens ils vont voir qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière et ils rentreront dans le truc. Ça à nous de montrer. Voilà. Bravo. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Oui, j'avais d'autres questions, c'était plutôt concernant l'arbitrage, mais je les poserai au moment venu. Sinon, bon, les plateformes, quand il y a des coûts illégaux, il n'y a pas de coût illégal qu'on voit parce que la plateforme n'accepte pas le coût illégal. Alors que parfois, bon, il peut y avoir certains qui veulent déplacer un roi, par exemple, alors que une fois, normalement, une pièce touchée, normalement, doit être jouée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, ça, c'est avec peut-être Denis Rigaud qui nous donnera la réponse. Et puis, pour le lieu de jeu, bon, Rennes-Paulbert, bon, je ne sais pas si on a ce qu'il faut comme connectivité. Je pense que oui. Après, pour l'instant, moi, je serais plutôt aller vers un lieu de jeu pour voir comment ça se passe en secondant un tournoi. J'avais une remarque et une question. Christian, de mémoire, alors, mémoire parfois elle me fait défaut, mais j'avais participé à la traduction des règles du jeu en ligne. Et puis, en fait, c'est la plateforme qui fait la règle sur le pièce touchée, pièce à jouer ou des choses comme ça, quoi. Et ensuite, ma question, Pascal, tu présentes là la fiche du lieu de jeu sur Donlou. Ça, c'est en fait une description, mais est-ce que tu as déjà travaillé sur des spécifications minimales en termes de débit montant, par exemple? Ouais, alors tu trouveras ça dans les. Donc ça, en fait, c'est la page qui à terme devrait être la page qui recense l'ensemble des lieux de jeu qui sont homologués. C'est-à-dire que dans les feuilles de match, notamment, il y a une case qui est quel est le lieu de jeu homologué dans lequel on s'inscrit. Il y a une autre page qui décrit tout le processus d'homologation et qui parle notamment des contraintes qu'on peut avoir. Alors donc ça s'appelle homologation des lieux de jeu, ça se trouve ici sur l'intranet. Et donc tu verras qu'au niveau connectivité à Internet, on est parti sur quelque chose d'un peu basique. On apprend, hein, parce que, enfin, là, c'est pas très confortable. Hein. On apprend à marcher en marchant. Peut-être qu'on va se planter à un moment, mais on va se relever et on va avancer. Moi, je suis parti sur des débits que je connais un peu pour savoir ce qu'on met dans le second degré pour que les gens puissent faire des usages du style visio, etc. Donc, on est parti sur quelque chose qui est assez standard. 5 mégas en descendant. 500 en montant. Bon, sur le 35, typiquement, on a ça en 4G partout, sans problème. La latence, on a mis 100 millisecondes. Bon, dans les faits, on est plutôt sur une moyenne entre 30 et 60, quoi. Donc, on est, voilà, c'est pas très, très contraignant ce qu'on a mis. Après, on a besoin d'apprendre aussi, et c'est pour ça qu'on fait de l'expérimentation avant. En mesurant, bon, nous on a mis zone ADSL, il y a plein de grenouilles, tout ça là, qui mesurent les débits. Peut-être qu'on se rendra compte que ce qu'on a mis, en fait, c'est super large. Peut-être qu'on se rendra compte que ce qu'on a mis, c'est bien pour un certain nombre de joueurs, mais quand on passe à 30 joueurs, c'est pas assez. Bon, on va apprendre, hein, et ça pourra évoluer, je pense, aussi à l'avenir, ces trucs-là. Moi, si je peux me permettre, du coup, je trouvais ça un peu limite, en fait, comme débit. Je trouvais qu'ils étaient bas.
Ouais, en fait alors, ça dépend de quoi on parle, en fait. Si on parle simplement du jeu en ligne, Si on parle que du jeu, ça va. alors c'est très largement suffisant, hein. Sur un débit comme ça, je pense Oui. qu'on met 100 joueurs, ils s'en rendent même pas compte. Mais c'est plutôt Le- sur les vidéos. Ouais, la vraie problématique, elle est sur la vidéo. Eh ben, ouais, peut-être, on verra. On On va va donner tester. un chiffre hein, sur la télé qu'on reçoit en haute définition, c'est 4 mégabits par seconde à peu près sur une image, quand même de ces haute définition. Alors sur une webcam, même à 1080p avec 30 images par seconde, franchement, ça, avec quelques centaines de kilobits par seconde, ça passe, quoi. Ouais, je pense aussi. Enfin, c'est un peu au doigt mouillé, hein, là, ce qu'on a mis. Mais ouais, bon, pour moi, ça devrait le faire. On verra. On verra bien. En tout cas, moi ce soir là, je vous parle de Donlou où j'ai pas la fibre et mon débit, donc je l'ai mesuré tout à l'heure, donc je suis à 6,37 en descendant, je suis à 700 en montant avec une latence à 52, je crois. Voilà. Et j'ai l'impression que vous m'entendez correctement et moi je vous vois très très bien aussi. Donc bon, ça a l'air d'aller, je pense. Il y aura bientôt la fibre à Donlou au mois de janvier, il me semble. Eh ben, elle est passée, elle est même devant chez moi. Ils l'ont passée là, mais on n'est pas raccordé encore. Devant chez Chez toi moi aussi, je aussi. pense. Ouais. Chez moi aussi. Ah ouais. Et Pascal, j'avais une petite question du coup concernant les lieux de jeu. Est-ce que les lieux de jeu doivent comprendre aussi le matériel informatique du coup, sur lequel va jouer le joueur? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, les règles du jeu ne l'imposent pas. C'est-à-dire que le règlement de la compétition peut dire que c'est l'organisateur qui fait tout, la connexion Internet, mais aussi les PC pour jouer, PC ou tablette, ou etc. Sauf si le règlement de la compétition précise autre chose. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité, donc quelqu'un qui va accueillir 60 joueurs peut-être à terme, hein, sur des tournois rapides qu'on pourrait faire comme ça avec 4 départements, il va pas pouvoir fournir 60 PC, hein. Donc il va falloir qu'on puisse s'appuyer sur des équipements personnels, hein, le BIOD, comme on l'appelle. Ça pose d'autres questions. C'est-à-dire que il faut, pour le coup, avoir une maîtrise technique de ces appareils-là pour pouvoir les contrôler un minimum. Alors, les contrôler un minimum, c'est quoi? C'est regarder que dessus, il tourne seulement le navigateur pour pouvoir jouer sur la plateforme et pas autre chose. Bon, si c'est Windows, je pense que quelqu'un qui va regarder, il va voir assez vite ce qui se passe. Si c'est du Mac, il va falloir trouver quelqu'un. Si c'est du Linux, ça va être encore plus difficile. Donc peut-être qu'il va y avoir des contraintes à mettre là-dessus. Mais si c'est Windows, il va falloir faire attention aussi à ce que les PC que les gens vont brancher sur le réseau soient à jour. Parce que sinon, si vous ramenez un PC qui est prêt à passer sur Windows 11, qui est un Windows 10, et puis qui télécharge 3 gigas sur la ligne, et là, pour le coup, on va tout écrouler. Donc, on sent bien que pour ces choses-là, il y a des choses à prévoir. Il y a forcément un contrôle de l'arbitre technique local pour s'assurer que si c'est des matériels qui sont amenés par les gens, ils vont pas écrouler le réseau, etc. Hein. Donc, la réponse à la question, c'est oui, ça peut être du matériel que les gens amènent. C'est clair que les clubs qui, par exemple, pour une Coupe de Bretagne, ont 4 PC qu'ils ont récupérés, je sais pas où il y a besoin de très peu de choses, un navigateur, Internet, c'est tout. Ils seront dans un environnement totalement maîtrisé et ce sera plus facile, évidemment. Ça s'applique aussi à la connexion à Internet, hein, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que on peut imaginer que les joueurs s'appuient sur leur connexion 4G pour se connecter. Mais dans ce cas-là, là aussi, alors on en parle un petit peu, hein, je crois, sur la connectivité, je crois. Là aussi, il va falloir mettre en place des choses. C'est-à-dire que comme ils peuvent se connecter sur leur téléphone portable, il va falloir que le téléphone portable il soit à un endroit, qu'il soit branché pour pas s'arrêter, parce que sinon on perd la connexion. Que les joueurs n'aient pas accès à leur téléphone, sinon en se connectant dessus comme ça. Voilà, d'autres choses à mettre en place. Non, je ne sais pas si ça répond à tes questions, Cyril. Ou Guillaume, je ne sais plus qui avait. C'était Guillaume. Ouais, c'était moi. Merci Pascal, oui, très bien.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, est-ce qu'on peut mettre un Raspberry? Oui, on peut mettre les Raspberry Pi 400, là, les claviers où il y a juste un écran à brancher dessus, là, oui, ça peut faire le job, ouais. Ça ferait très bien le job. Ouais, récupérer des écrans, ça se fait assez bien. Pour le coup, les Raspberry, là, si on veut être dans le confort, les Pi 400, là, ils doivent être à 110 TTC, je crois, aujourd'hui. Donc, en acheter 4 en récupérant des écrans à moins de 500 €, on fait une salle de jeu formidable, clairement. Mais on a, à mon avis, pas besoin de ça pour faire une salle de jeu formidable. Non, mais voilà, c'était pour donner un exemple de. Ouais, nous, on a commencé à réfléchir à dans nous ce qu'on va faire, et en fait, on a trouvé une solution qui vaut ce qu'elle vaut, mais on a quelqu'un qui bosse dans un collège et qui a récupéré les ordi 35. Alors, il n'y a que les gens du 35 qui savent ce que c'est que les ordi 35. C'est le conseil départemental qui avait mis un ordinateur à disposition de chaque collégien. C'est les trucs qui sont en rouge là, et donc il entraîne encore. Alors c'est il y a longtemps, hein, parce que c'est mes grands qui sont passés sur cette expérience-là, et ça fait longtemps qu'ils sont plus à la maison. Donc, eh ben les PC ils marchent toujours. On en a récupéré 4, on les a mis sous Linux. Les gens qui font des tournois à Donlou savent que c'est là-dessus qu'ils saisissent leurs résultats sur Papy Web. Ça marche très très bien. Un navigateur, un vieux PC dessus, ça marche très très bien. Donc on peut faire des choses pas chères à ce niveau-là. La présentation dont tu t'es servi en début de séance, on peut en disposer? Oui, je t'ai envoyé tout à l'heure, Jean-Yves, un truc. Tu as un compte avec un accès sur l'intranet jeu hybride. Tout est à disposition. Il faut se débuter par ça. Enfin, je pense faire une présentation en interne au club pour voir si ça motive. Je pense qu'en s'appuyant sur un document comme ça, c'est sympa. Ouais, ce serait bien que. Alors, bon, dans le 56, je sais qu'il y a un peu de frilosité pour le coup, mais bon, si Jean-Pierre à Pontivy arrive à faire quelque chose, si toi, Jean-Yves à Vannes, avec Daniel, avec d'autres, vous arrivez à mettre en place un lieu de jeu aussi, ce serait formidable, hein, franchement. Ouais, mais pour ça, il faut d'abord que je retransmette ce qui s'est dit ce soir, pour peu qu'il ne soit pas déjà au courant. Mais enfin, je vais vérifier ça. On va voir si c'est mort. Ouais, absolument, absolument. On mettra en plus cette vidéo à disposition pour ceux qui veulent la regarder. Alors, j'en profite pour vous dire qu'on a aussi eu pas mal de contacts avec des gens extérieurs à la Ligue. On a souhaité, avec Pierre-Jean, se faire une réunion entre Bretons, hein, les autres parlent pas toujours la langue, donc on voulait se faire une réunion entre nous, parce que là, l'objectif, c'est vraiment de vous sensibiliser, de vous motiver aussi pour aller chercher des forces pour arriver à mettre en place des lieux de jeu. On a eu plein de demandes hors ligue. Pour le coup, on a prévu pour ces gens hors ligue une deuxième visio qu'on fera le mercredi de la rentrée après les vacances. On fera, si éventuellement il y a des gens qui n'ont pas pu assister à cette réunion-là et qui veulent venir poser des questions, on va communiquer là-dessus sur le site web et dans la lettre de diffusion pour que des gens puissent se raccrocher, même des Bretons. Voilà. Est-ce qu'il y a dernière remarque, dernière question? Oui, c'est Jean-Pierre. Toujours simplement, j'ai regardé sur un document intranet l'histoire des échiquiers. Il y a un échiquier physique et un échiquier visuel, c'est-à-dire. Et ça, j'ai vu ça un petit peu en diagonale. J'ai pas tellement compris la finalité de ces deux outils. Est-ce que ce sera obligatoire automatiquement, d'après ce que j'ai compris, quoi? Non, alors là, je pense qu'on est dans le confort, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui préfèrent avoir un jeu avec des pièces en bois pour avoir la 3D. Hein. C'est ça la grosse différence avec l'écran plat qu'on a devant soi, c'est d'avoir la 3D. Il y a des gens qui préfèrent ça, notamment parce qu'ils trouvent que ça les place plus dans la même situation qu'ils ont l'habitude d'avoir quand ils jouent en présentiel. Hein. Dans ce cas-là,
c'est précisé dans les règles, hein, très clairement. Donc, c'est facultatif. C'est pas très facile à mettre en place en rapide, hein, typiquement. Je pense que c'est bien en lent, mais en rapide, on va pas y arriver. Notamment parce que ce qui fait foi, c'est ce que tu as devant ton écran. Et tu dois toujours avoir la même chose sur le jeu physique que ce qu'il y a sur l'écran, au demi-coup près, en fait. C'est-à-dire que quand tu as un échiquier physique, tu es obligé de reproduire exactement ce qui se passe dessus. Et évidemment, tu n'as pas le droit de faire autre chose dessus. Sinon, là, c'est une faute, pour le coup. Me demande pas ce que c'est comme faute, parce que là, pour le coup, comme disait Christian tout à l'heure, les pièces touchées, les pièces à jouer, les machins comme ça, si en plus il y a un jeu en bois, qu'on a une pièce touchée, pièce à jouer sur un jeu en bois, je sais pas trop, mais ça, on attendra la formation des arbitres pour savoir exactement ce qu'il y a derrière. D'accord. J'ai une petite remarque juste. Comme je parle de Saint-Malo parce que j'habite à Saint-Malo. Tu sais qu'il y a eu un nouveau club qui a été créé, que il y a un club à Dinard, un autre à Pleurtuis. Saint-Malo, c'est la deuxième grande ville d'Ille-et-Vilaine. Les conditions du nouveau club qui existe actuellement sont très, 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 très médiocres. Donc, moi, j'assiste à cette réunion dans l'espoir peut-être un jour de pouvoir jouer en ligne, pas seulement en tant qu'arbitre, parce que déjà, il faudrait être 2 arbitres entre Dinard et Saint-Malo. Il n'y a que moi comme arbitre qui a sa formation actuellement. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais bon, à la dernière formation qu'il y a eu, il n'y a que Alain Storm qui s'est inscrit. Donc, voilà, ça montre un peu le niveau des gens qui sont intéressés par l'arbitrage. Donc déjà, je ne pourrais même pas arbitrer tout seul parce qu'il faudrait encore qu'il y ait un autre qui vienne arbitrer. Et mon espoir de jouer moi-même, il est fichu parce que finalement, à chaque fois, on va me demander d'être arbitre. Donc, je vais devoir me déplacer dans une autre ville pour pouvoir jouer en ligne contre d'autres joueurs. Et ça malheureusement, c'est les clubs qui sont dynamiques, qui ont leur dynamisme, qui existe depuis longtemps, ils arriveront à prendre le train en marche. Et ceux qui n'existent pas ou qui existent à peine vont avoir beaucoup, beaucoup de mal. Alors, Parce qu'il faut toujours des volontaires, il faut toujours du bénévolat. Et ça, malheureusement, ça ouais, ça fait défaut, quoi. quand on a commencé à éplucher les règlements avec Pierre-Jean, on est tombé tout de suite sur un point de blocage, c'est ces 2 arbitres-là. Et c'est quand on a échangé avec, je crois que c'est Denis qui nous a mis ça, il nous a dit oui, mais l'arbitre en chef local, c'est un arbitre titré, mais l'arbitre technique local, l'ATL, lui n'est pas forcément un arbitre titré. Parce que s'il fallait 2 vrais arbitres titrés par lieu de jeu, je pense que ce serait très bloquant. Là, c'est pas le cas, hein. Il faut qu'un arbitre. Ouais. C'est vachement important de voir ce truc-là parce que sinon, ce serait franchement difficile à mettre en place. Et puis tu disais que Saint-Malo, c'est la 2e ville d'Ille-et-Vilaine. Non, c'est la 3e. C'est Rennes, Donloup, Saint-Malo. Ah, pardon, excuse-moi. Ça a changé. Récemment. D'accord. Non, non, mais c'est vraiment triste, si tu veux, parce que à Saint-Malo, tu imagines, il y a du potentiel avec tous les lycées. Ça démarre pas. J'ai assisté au dernier cours qu'il y a eu pour les jeunes, les tout nouveaux. Bon, il y a du monde, et c'est bien, c'est mieux qu'avant. Mais la salle, par exemple, on est dans une petite salle qui fait 20 mètres carrés, et à côté, il y a les dames qui font le tricot. Hein, donc, parce qu'on n'a pas d'autres, la mairie, elle donne pas d'autres moyens. Hein. Enfin bon, Ouais. c'est pas le problème de la Ligue forcément, mais si en plus il faut dire qu'il faut tel débit, qu'on va se connecter sur le réseau de la mairie ou je sais pas quoi, et qu'il faut une caméra, bon, on est un peu dans la science-fiction. On verra ce Oui, qu'on arrive à non, mais mettre en place, Nasser. oui, moi je suis encore licencié à Dinard cette année parce que voilà, j'ai regardé de près, j'allais au club de Saint-Malo de temps en temps comme ça, mais malheureusement, ça décolle pas, c'est très, très, très dur, vraiment. Et c'est ça, ce que je regrette, c'est super cette histoire de jeux en ligne qui sont homologués, mais je pense qu'il y a encore des gens, voilà, c'est comme comparer les gens qui ont le métro, le bus et tout, et les autres qui sont encore en carriole, quoi. Je te laisse,
je te laisse Bon, l'image. c'est pas la faute de la Bon, Ligue. non, mais ce qui est certain, c'est que on a intérêt à former plus d'arbitres et en former. Bon, la Ligue, qu'est-ce qu'elle peut faire à ce niveau-là? Bon, d'abord, on facilite la communication sur tous les stages qui sont proposés. Pour info, on en refait un dans le 35 là, les 18 et 19 mars. Pour former des arbitres clubs. Il y a des arbitres open qui sont formés régulièrement. Et puis, on va mettre en place un stage ASP pour pouvoir avoir plus de gens qui font passer des ASP. Moi, à Donlou, là, j'ai quatre demandes. Bon, ça va, c'est sur un week-end. Donc, ça va pouvoir le faire. Jean-Pierre sera là, Françoise sera là également. Enfin, on n'est pas assez à pouvoir faire passer des ASP hein, pour le coup. Peut-être qu'on fait pas assez de tournois, mais pourtant j'ai l'impression qu'on en fait pas mal. À Donlou, j'avais 3 stagiaires déjà, là on en aura 4. Et en février, j'ai déjà 2 personnes qui attendent pour être stagiaires. Donc ça va remonter tranquillement, Nasser. Hein. Il faut qu'on forme des arbitres, des arbitres. Alors, par exemple, si jamais on arrive à faire un tournoi dans un lieu qui soit homologué à Saint-Malo, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir jouer. Je vais devoir arbitrer. On compte à sur moins toi qu'un pour. arbitre vienne de l'extérieur, je ne sais pas. Quoi. Enfin, bon, c'est pas par égoïsme, c'est juste parce que j'aime bien jouer aux échecs. Quoi. Ça marche. S'il n'y a pas d'autres questions, ça fait 1h15 qu'on est ensemble. J'espère qu'on a été assez clair sur tout ça. J'espère que ça vous a motivé pour la suite, hein, pour mettre en place des choses. On fera des annonces sans doute après les vacances là pour commencer à regarder du côté de l'homologation des lieux de jeu. On va recontacter Denis par rapport à la formation des arbitres, et donc on vous tiendra informé de toutes ces choses-là. Si vous pensez déjà que vous avez des idées pour voir comment est-ce que vous pouvez dans vos locaux mettre en place des choses et l'homologation, et ben voilà, on sera à vos côtés pour le faire. Et puis tiens, je vais laisser le mot de la fin à Éloi, ce serait cool ça. Merci beaucoup Pascal. Et c'était en tout cas très très éclairant effectivement sur tous les sujets grâce aux questions, hein, sur tous les points qu'on va rencontrer pour le développement du jeu hybride. C'est vrai que c'est complexe. C'est vrai que le sujet du deuxième arbitre est important, mais les enjeux sont assez grands, enfin les enjeux en termes de développement. Et moi vraiment, moi j'y suis moi-même très attaché au développement du jeu hybride. Je vois la phase d'après étant le pur online, donc supervisé naturellement comme expliqué au départ. Mais pour l'instant, la fédération ne s'y engage pas. On a peur, effectivement, la période est quand même très triche. Donc l'hybride nous paraît être un excellent point. Je crois que j'ai appris énormément de choses hein, sur les difficultés d'organisation, de mise en place, de tout ce que vous allez rencontrer. Et donc, j'ai hâte de voir comment ça va se développer. J'espère vraiment que les clubs bretons vont jouer le jeu. Et comme on disait, c'est une première au niveau français. Donc, je suis ravi que ce soit en Bretagne. Et je vous remercie tous de tout donner pour cette expérimentation. Merci à toi, Éloi. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Pierre-Jean, je ne sais pas comment. C'est sans doute toi qui peux arrêter la vidéo.